Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette série de webinaires. Donc, 5 outils d'intelligence artificielle générative en 5 jours. 5 outils qui sont disponibles au sein de notre LMS Blackboard. D'accord? Donc, bienvenue à cette série. Vous voyez sur l'écran donc moi-même, Hervé Didio-Cook, qui travaille pour Anthologie, ma collègue Gillian, qui m'assiste dans ce webinaire, mais qui ne parle malheureusement pas français ou pas encore, et enfin Tamim El-Bacha, qui interviendra aujourd'hui, avec qui on va essayer d'avoir une interaction avec vous. Donc, quelques petites règles de convivialité. Donc, le chat est ouvert. Donc, n'hésitez pas à vous présenter dans le chat. D'accord? Est-ce que vous êtes enseignant? Est-ce que vous êtes ingénieur pédagogique? Et quelles sont vos questions relatives à l'utilisation de l'IA? Les premières 30 minutes de ce webinaire sont enregistrées. Et l'idée, c'est au bout de 30 minutes d'arrêter l'enregistrement et de vous permettre interagir avec nous. Tamim, est-ce que tu entends le pinging encore des notifications? Tu Oui, les entends? je Ouais. l'entends. Ah, il faudrait que j'arrive à les arrêter. C'est un peu bizarre. Gillian, do you think you can go into the setting and stop the notification pinging so I can get on, or if my colleague Suyen as well is there, because this is really I think I've done it. We'll see it on the next one. Okay. Merci. I know. Maybe we can ask Suyen to do it. Donc, la deuxième partie. Oh, Raphaël, oui. Oh, tu viens de lever ta main? Oui, j'ai levé ma main sans faire exprès, je suis désolée. Non, je me suis trompée. En fait, c'est que mes collègues sont sur un autre lien, donc je vais aller les chercher. Ah, d'accord. Je crois qu'Antoine et Amar sont sur un autre lien. Désolée, je ne voulais pas vous interrompre. Non, il n'y a pas de souci. Si tu peux aller les sauver, les ramener au endroit. Merci Raphaël. Donc oui, la première partie de ce webinaire va être enregistrée. La deuxième partie, beaucoup plus informelle, beaucoup plus interactive, ne sera pas enregistrée. On essaiera de partager les diapos et en fait, vous recevrez les enregistrements de cette série de webinaires à la fin de la semaine prochaine, une fois qu'on aura complété la série de 5 webinaires. Et donc, j'ai l'immense honneur et le privilège d'avoir pour cette série de webinaires, vous avez vu brièvement Raphaël qui travaille pour l'ISA, d'accord, donc qui est enseignante mais aussi responsable du Digital Learning. On a Tamim que vous voyez sur l'écran qui est Dean associé et aussi enseignant à Audencia. On devrait avoir Antoine Salio qui se rejoindra à nous et qui montrera fera quelques démos avec Raphaël demain ou après-demain. Et enfin, nous finirons la série avec Anne-Gaëlle Collomb qui est enseignante d'informatique à l'université de Westminster. Et donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est vraiment vous montrer la pertinence de 5 outils, 5 fonctionnalités qui sont disponibles pour vous en tant qu'enseignant au sein de notre LMS. Et on essaye de faire ça lors de la pause café d'ici les vacances de Pâques, ou peut-être certains d'entre vous sont déjà en vacances. Donc voilà le programme de cette série de webinaires. Et voilà quelques institutions, d'accord, qui utilisent notre LMS et dont certaines utilisent déjà ces fonctionnalités d'intelligence artificielle. Et donc, nous avons notamment Antoine et Raphaël
ici présentes lors de ce webinaire. Et donc aujourd'hui, le premier outil sur lequel qu'on va essayer d'expliquer, c'est le sélecteur de contexte. Et donc le contexte étant extrêmement important, d'accord, au niveau pédagogique, mais aussi bien démontrer et renforcer cet aspect extrêmement important qui est que vous, en tant qu'enseignant, vous êtes au contrôle de l'utilisation de ces outils. D'accord? L'IA ne va pas créer du contenu par elle-même. D'accord? Notre utilisation, notre intégration de l'intelligence artificielle est, contrôlée et déterminée, non seulement au niveau de l'institution, mais aussi au niveau de l'enseignant responsable ou de l'enseignant qui collabore au cours. Donc, pour préciser à ceux d'entre vous qui ne connaissent pas notre LMS, donc voilà à quoi ressemble le Blackboard Learn, notre LMS. Peut-être pour que vous fassiez un peu la différence entre les autres, d'accord, on sait qu'en France, par exemple, Moodle est très, très populaire, et puis il y a bien sûr d'autres LMS sur leur marché, mais voilà un peu... certains d'entre vous peut-être ne savent même pas quel LMS vous utilisez, puisque les institutions peuvent nommer différemment d'après leur propre culture, d'accord. Blackboard en Grande-Bretagne apparaît sous différents noms, comme Duo par exemple. Donc c'est pas toujours évident de savoir quel LMS vous utilisez. Mais là, c'est pour vous donner une idée des outils que nous avons, des fonctionnalités que nous avons introduites depuis le mois de septembre. D'accord? Donc, avec ces outils, vous pouvez créer une structure pour votre cours, des modules d'apprentissage. Vous pouvez générer des questions. Vous pouvez aussi générer des banques de questions à partir d'un document. Nous montrerons ça cette semaine. Et enfin, nous finirons la série avec la génération de grilles d'évaluation. D'accord? Comment l'intelligence artificielle peut vous aider dans la création de grilles d'évaluation. Et bien sûr, enfin, c'est pas évident, mais nous avons développé ces outils d'intelligence artificielle en partenariat avec Microsoft. D'accord? Donc, nous utilisons les outils, ces outils sont possibles grâce à notre collaboration avec Microsoft. Et cette collaboration avec Microsoft est le résultat, en fait, d'une collaboration avec nos clients. D'accord? Nous n'avons pas créé ces outils dans un vide pédagogique ou fonctionnel. D'accord? On travaille depuis plus d'un an avec un groupe d'universités. On organise des groupes, des focus groups, des groupes de travail, d'accord? Chaque fois que nous essayons de développer un nouvel outil, celui-ci est testé, révisé, amélioré en collaboration avec nos clients. Et donc, on a défini une approche éthique, d'accord, une approche digne de confiance au niveau de l'intégration de l'intelligence artificielle avec une série de principes. D'accord? Et le premier principe, c'est que toute institution décide d'utiliser l'IA. D'accord? Donc, chacune des fonctionnalités, et nous en créons de nouvelles régulièrement, le responsable de la plateforme, en liaison avec son institution, en liaison avec des commissions enseignantes, etc. D'accord? Donc, tout dépend de la structure de décision au sein de votre école, de votre université. Même l'institution décide d'offrir, de rendre possible l'utilisation de chacun de ces outils. D'accord? Donc, certaines sont très sélectives. Le deuxième principe qui est extrêmement important, c'est que vous, en tant qu'enseignant, et je le montrerai lors de cette démo, vous validez ce que va générer l'intelligence artificielle.
d'accord? Donc, il va y avoir à chaque fois, à chaque étape, le flux est tel qu'on vous demande de valider, de vérifier la précision, l'exactitude, la pertinence de ce qui est généré. Vous sélectionnez et vous publiez. D'accord? Donc ça, je le montrerai lors de la démo. Un autre point très très important, d'accord, comment dire, les données, vos données étudiantes et votre contenu, donc tout ce qui est propriété intellectuelle, vous appartient. D'accord? Donc, Anthologie Blackboard, Neuvab s'engage à n'utiliser, à ne publier aucune de ces données, aucun matériel pédagogique que vous publiez, d'accord? Ce que Raphaël crée au sein de la plateforme ou que les enseignants d'Audencia créent au sein de la plateforme leur appartient. Maintenant, au niveau des droits d'auteur, c'est à voir entre l'institution et l'enseignant, d'accord? Si Tamim décide d'écrire un livre sur le management stratégique et il utilise la plateforme, ce sont ses droits d'auteur Microsoft comme anthologie s'engage à les protéger. D'accord? Et de même que des données étudiantes, bien sûr, ne sont pas sont protégées. Et bien sûr, on fait très très attention à ne pas utiliser l'intelligence artificielle pour tout ce qui est des flux à enjeux élevés, notamment lors de la notation des étudiants. D'accord? Notre plateforme est utilisée, l'évaluation, la notation est extrêmement importante. Antoine, qui interviendra cette semaine, travaille énormément sur l'évaluation par les compétences. Et bien sûr, ces données sont entièrement protégées, d'accord, au niveau de la plateforme et appartiennent soit à l'institution, soit à l'étudiant, mais certainement pas à Anthologie ou à Microsoft. Et bien sûr, on offre des possibilités d'audit institutionnel, d'accord, et de reporting, okay, dans quelle mesure les enseignants de votre institution utilisent tel ou tel outil. Donc voilà, c'est je pense, extrêmement important de bien préciser notre approche, d'accord, au niveau de l'utilisation ou de l'intégration de l'intelligence artificielle au sein de notre plateforme. Je regarde le chat, je ne sais pas s'il y a des questions, Tamim, des questions pressantes, urgentes. Certains d'entre vous se sont présentés, super. Je revois Lydie que j'ai rencontrée la semaine dernière, excellent. Très très bien. Et Gillian vient de partager notre approche. Ok. Donc je vais arrêter ma présentation maintenant. Pour passer et je vais partager mon écran pour une démo. Donc, je vous demande d'être un peu patient, de retrouver. Est-ce que tu can you see my screen? Ok, donc je vais aller. Raphaël, can you see my screen? Est-ce que vous voyez mon écran, Oui. Raphaël? Oui, on voit Hervé. Ouais, ok, super. Donc je vais aller. Je travaille pour la rentrée prochaine. D'accord, voilà ma petite étude de cas ou mon scénario. D'accord, pour la rentrée prochaine, j'essaye de développer ce cours sur les principes fondamentaux de l'ingénierie. Ok, donc j'ai la présentation de mon cours. Pour l'instant, tout est masqué. D'accord, le contenu est masqué pour les étudiants parce que je suis en mode préparation.
OK. Et vous voyez, en cliquant sur le petit onglet, vous voyez un peu la structure naissante, de mon cours. Et j'aimerais travailler là maintenant sur la première unité. D'accord? L'unité 1, introduction à l'ingénierie. Et j'aime un contenu d'introduction. D'accord? Donc, en regardant ce contenu d'introduction, je mets en contexte en fait ce qu'est ces principes fondamentaux de l'ingénierie. OK? Et ce que j'aimerais, c'est un petit test, d'accord? Un petit test formatif de vérification des notions, d'accord, qui sont expliquées, d'accord, des concepts, des principes qui sont expliqués sur cette page, d'accord. Donc c'est une page de connaissances de contenu, et je vais refaire ce mini test formatif. Donc comme j'avais préparé avant, je le supprime pour faire ma démo en direct. OK. Donc, je veux créer ce test formatif. Donc, j'ouvre ce panneau. Donc, je vais créer mon test. Je veux générer des questions avec l'outil. Donc, je peux faire soit ça manuellement ou utiliser pour un gain de temps significatif l'outil d'intelligence artificielle, d'accord? Donc, générer des questions automatiquement. OK, donc l'algorithme commence déjà à travailler. Et c'est là, je vais me centrer la recherche, d'accord, sur ce premier document, d'accord? Donc, je vais décrire introduction, donc c'est bien toujours une introduction au principe, d'accord, de l'ingénierie. OK, j'aime bien mettre je crois que je me suis trompé au niveau des accents, mais c'est pas grave. Et donc, au niveau, j'utilise donc le sélecteur, je reviens peut-être, je veux sélectionner l'élément de mon cours, d'accord, au niveau du contenu. Donc, je suis bien introduction à l'ingénierie, d'accord, et je veux ce premier élément de contenu d'apprentissage. OK, donc je sélectionne ce premier élément, je le valide. Et là, je me dis, bon, c'est un test formatif, étant donné que c'est le premier test et je veux une clarté absolue par rapport aux questions, je vais faire du vrai ou faux. D'accord? Je veux un niveau relativement élevé, parce que c'est vrai ou faux, et donc je veux peut-être des questions incisives, et je veux un plus grand choix de questions d'une dizaine de questions. D'accord? Donc j'ai sélectionné l'élément du cours, cette première partie, ce premier document. Je veux un vrai ou faux, un niveau de complexité élevé, d'accord, je veux pousser. Je m'aperçois que j'ai fait une faute d'orthographe, d'accent que je corrige. Et je vais régénérer du contenu, utiliser l'intelligence artificielle pour avoir une série de questions. OK. Et donc là, comme vous voyez tout en haut, ce contenu a été généré automatiquement, d'accord? Son exactitude doit être vérifiée, d'accord? Donc, c'est à moi, en tant qu'enseignant, de vérifier chacune des questions et de me dire, bon, voilà, lesquelles sont les plus pertinentes par rapport à cette section du cours. Les compétences en mathématiques sont importantes, oui, tout à fait. Donc, je sélectionne cette question. Les propriétés mécaniques et thermiques, on en parlait dans ce document, tout à fait. Le domaine de l'ingénierie est limité, non, c'est peut-être trop précis à ce moment-là. Et donc, les principes des problèmes réels, oui, je suis plutôt un théoricien, donc j'aime pas non plus ces questions. Voilà, donc peut-être une autre question sur les mathématiques, la science des matériaux, et je valide, d'accord? J'ajoute ces 4 questions à l'évaluation.
OK, donc voilà, voilà mes quatre questions. Je les relis et j'ai encore la possibilité de les modifier ici, de les dupliquer ou de les supprimer. D'accord? Si je me dis non, mince, je suis allé un peu trop vite, je vais les supprimer. Je mets bien le titre de ce test, donc mini-test formatif. D'accord, pour que les étudiants comprennent bien que il y a aucune incidence sur leur note finale, c'est juste pour vérifier qu'ils ont bien compris. Donc j'ai le titre de mon test, mini-test formatif peut-être numéro 1, puisque je vais en faire plusieurs, toute une série peut-être tout au long de mon cours. OK. Je veux autoriser les étudiants à ajouter du contenu, pourquoi pas, d'accord, s'ils veulent partager quelque chose. Et donc, j'ai bien mes questions, d'accord, ça a été sauvegardé. Et donc là, je peux le fermer et vous voyez mon test qui apparaît entre mon unité 1, d'accord, ce contenu d'apprentissage, et le premier forum de discussion. Il est toujours masqué pour les étudiants. Donc, avant de le rendre, avant de le mettre disponible pour les étudiants, je peux le vérifier, d'accord? Et une fois que je l'ai vérifié, peux le mettre peut-être visible. Voilà, c'est bon. J'ai fait ce premier test. Je sais qu'il est solide et qu'il est pertinent. Voilà. Donc, voilà en quelque sorte une démonstration peut-être trop rapide pour certains d'entre vous si vous n'êtes pas familier, avec notre plateforme. Mais comme j'ai dit, on a à la fin de l'enregistrement officiel, dans 10 minutes, l'opportunité pour vous on pourra revenir sur vos questions. Et donc voilà en quelque sorte des principes, qu'est-ce qu'on essaye de faire avec Microsoft, d'accord, vous permettre, vous, en tant qu'enseignant, peut-être de travailler un peu plus vite. Je faisais beaucoup de questions et de tests dans une carrière précédente et ça prenait énormément de temps. Donc voilà un peu un résumé, d'accord, de ce que nous essayons de faire avec notre plateforme. Je vais passer peut-être le micro à Tamim. Donc Tamim El-Bacha, merci de nous rejoindre. Et Tamim, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ce que vous faites à Audencia au niveau de l'information, de la communication avec vos enseignants à propos de l'intelligence artificielle. Pour ceux qui sont dans les réseaux sociaux, par exemple sur LinkedIn, vous avez certains enseignants qui communiquent et qui font des choses vraiment extrêmement intéressantes au niveau de l'intelligence artificielle, pas nécessairement avec notre plateforme, mais si tu pouvais partager avec nous un peu votre retour d'expérience à Audencia. Merci Hervé, oui bien sûr. Je pense qu'on a commencé assez tôt, comme tous les entités qui sont avec nous aujourd'hui, de comprendre avec l'arrivée le ChatGPT, qu'est-ce que ça a comme impact sur nos activités, renseignements, mes recherches et autres. Assez rapidement, on a instauré une policy institutionnelle sur comment on gère, est-ce que c'est interdit, c'est pas interdit, comment on le fait. Là, on l'a fait assez rapidement en février. On a déclenché un premier workshop avec les facultés pour un peu dégrossir les sujets en disant pourquoi on le permet ou pourquoi on le résiste. Donc ça, c'était la première action qu'on a fait avec les facultés. Dans un deuxième temps, là récemment, on a fait aussi une journée avec les facultés sur si demain on imagine un monde que l'IA elle est beaucoup plus poussée, Generative AI ou l'IA générative, elle est actée et qu'il y a utilisation partout.
Qu'est-ce que ça devrait être le rôle d'enseignement dans cette monde-là? Comment on fait? Ce qu'on fait là? La même cours qu'on fait aujourd'hui. Vous voyez quelques éléments qu'ils ont sortis au niveau de profs qui sont considérés que leur travail, si vraiment ça se confirme, demain, ça sera plutôt accompagnement, ça sera plutôt sur soft skills, comment travailler en équipe, et moins en moins sur le contenu du cours. Je pense que ça, c'est important. On a même allé plus loin et on a imaginé des écoles qui sont pas nécessairement en salle de classe, mais en hall immense avec des bulles où les étudiants peuvent venir et poser leurs questions d'une façon à une autre. Donc, on a vraiment fait ce travail avec les profs, l'enseignant pour imaginer le monde de demain. Et après, il y a beaucoup des expérimentations qui se passent aujourd'hui. Je pense cette positionnement institutionnel en disant on va permettre aux étudiants d'utiliser ces outils à condition qu'ils expliquent comment. Donc, la condition, c'est ils écrivent une page, les étudiants écrivent une page en disant comment l'utiliser, qu'est-ce que j'ai appris et c'est quoi la limite, entre guillemets. Donc, on leur pousse à faire la réflexion un peu plus profonde. Et les enseignants se trouvent dans une situation où les étudiants sont permis de l'utiliser et eux aussi, ils ont besoin d'apprendre et s'approprier ça rapidement. C'est pas simple, mais il y a pas mal des enseignants qui le testent et qui expérimentent avec des différents outils. Là, aujourd'hui, on a constitué aussi une équipe, vingtaine de profs qui sont pas les mêmes qui sont participés à cette journée, qui sont en train de tester, qu'on va structurer les tests dans différents outils. Et là, on a fait le classique, hein, le parcours, le travail pour un prof pour préparer leur cours. Donc ça, c'est le premier amont, animer leur cours après l'évaluation. Et là, on va tester 2-3 outils dans chaque phase, j'espère, pour voir comment qu'on peut utiliser et qu'est-ce qu'on se sentir comme les leçons. Par exemple, pour l'évaluation, aujourd'hui, Blackboard, il avance timidement, mais il avance sûrement. Là, on est en train de tester un outil pour aider les profs à automatiser la correction des devoirs, par exemple. Donc, c'est vraiment structuré dans ce sens-là. Je pense aussi, chez nous, on utilise toujours, la plupart des cours, ils sont sur Blackboard Learn Basics et on est en train de migrer vers Ultra. Donc, je vois quelques collègues à Audencia aussi qu'ils ont connecté, qu'ils vont aussi utiliser ces fonctionnalités plus en plus dans Blackboard Ultra qui sont liées à l'IA générative et comment on peut faciliter le travail des professeurs sur ça. Voilà, en façon très générique, je pense au général, les questions d'éthique et par où le contenu, c'est vraiment une préoccupation pour tout le monde chez nous de toute façon. On n'a pas les réponses magiques, mais je pense que le positionnement de Blackboard aujourd'hui, c'est intéressant et que la donnée qu'on rentre dans cet usage dans Blackboard, il ne part pas dans des serveurs qu'on ne connaît pas. Ça, c'est très bien. Je pense que ça va rassurer la faculté aussi chez nous sur ce sujet-là. Merci beaucoup, Tamim. Oui, il y a beaucoup d'inquiétudes, il y a quand même pas mal d'inquiétudes, c'est ça, vis-à-vis de l'utilisation de l'intelligence artificielle. C'est une question d'éthique, en fait, enfin, qu'est-ce qu'on évalue des étudiants? Si on utilise, est-ce que les étudiants acceptent qu'on utilise ces outils pour générer le contenu concrètement? Est-ce que éthiquement, c'est une chose qu'on est autorisé à faire ou non? Donc, c'est vraiment les questions de base, oui, effectivement. Et ce qu'on essaye de faire en tant que société, c'est d'être le plus transparent possible, d'accord, de développer ces outils en collaboration avec nos clients. Et donc, vous voyez ici la description de l'architecture de notre assistant de conception d'intelligence artificielle, d'accord? Et il y a comment dire, les données des étudiants, le contenu des enseignants n'est pas utilisé pour former le large language model, d'accord? Donc, c'est aussi une limite de l'approche, d'accord? OK, de notre approche. Ce qui veut dire, par exemple, le contenu que Tamim
Raphaël vont mettre sur sur la plateforme, ce contenu ne va pas être utilisé pour informer les autres cours, d'accord, de leurs collègues. OK, ou de former ou d'informer l'algorithme de Microsoft. Donc c'est une limite, qu'on a mise en place de manière voulue avec nos clients. Voilà. Donc ça c'est une question très importante. Pour parler un peu de pédagogie, parce que c'est là où peut-être le bas blesse, d'accord? On parle beaucoup de fonctionnalités, mais ces fonctionnalités, elles ne peuvent pas être pertinentes et efficaces dans un vide pédagogique. Et donc, bien sûr, c'est de rappeler, d'accord, à chaque fois que vous avez dans votre cours, la description de votre cours, les objectifs d'apprentissage, d'accord, qu'est-ce que vous essayez de faire avec votre groupe d'étudiants, d'accord, au niveau de leurs connaissances, au niveau de leurs compétences. Donc, les objectifs d'apprentissage sont extrêmement importants. Il faut les garder à l'esprit quand vous utilisez ces outils. La même chose par rapport à vos stratégies d'évaluation, d'accord. On a parlé brièvement d'évaluation formative et sommative. Et bien sûr, quelles activités pédagogiques, d'accord, vous allez mettre en place pour réaliser cet alignement pédagogique, d'accord, entre les objectifs d'apprentissage, votre stratégie d'évaluation qui est souvent déterminée par l'institution ou les accréditations, d'accord. Pour les écoles de commerce, les accréditations sont extrêmement importantes, mais pas que, d'accord. Même chose pour les formations en médecine ou en pharmacie, et bien sûr les activités pédagogiques. Et il y a une méthode de scénarisation assez intéressante, d'accord? Il n'y en a pas qu'une au niveau de la scénarisation pédagogique, mais celle-là est intéressante parce qu'elle vous permet vraiment de bien réfléchir au type d'activité sur lequel vous allez engager votre groupe d'étudiants, que ça soit en ligne ou en présentiel, d'accord? On est à l'ère de l'hybride, d'accord? Les étudiants veulent revenir sur le campus, mais pour des activités pédagogiques pertinentes, intéressantes, peut-être plus collaboratives et moins passives, d'accord? Et donc, ces 6 types d'apprentissage sont intéressants. Donc, c'est un travail de recherche d'une enseignante chercheuse, Diana Laureard, de University College à Londres, et toute une équipe a travaillé sur cette approche. Et ce qui est intéressant de voir, c'est la complexité au niveau du processus cognitif, d'accord, de l'apprentissage, mais comment ces activités, ces types d'apprentissage se renforcent, interagissent, d'accord, tout au long de l'apprentissage. Et donc, je voulais juste finir en fait sur cet alignement, d'accord. Donc, ce qu'on va voir au cours de cette semaine, d'accord. Donc, par rapport à ces types d'apprentissage, donc on commence avec l'acquisition, d'accord. Quels outils, quelles fonctionnalités peuvent être pertinentes. Donc, par exemple, pour aider à construire ou à structurer votre cours, vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle pour générer des modules d'apprentissage. On verra ça demain. Les photos, les images peuvent être très importantes, d'accord, au niveau de la communication, de la visibilité, de l'appréhension de votre cours. L'intelligence artificielle peut vous aider à générer des images, donc soit par une banque de données, Unsplash, d'accord, des images d'auteur, ou soit utiliser l'outil d'intelligence artificielle. Et après, nous avons utilisé la taxonomie de Bloom, d'accord, pour pouvoir proposer des fonctionnalités de discussion, de journal ou de devoir authentique. Donc voilà un peu un cadrage pédagogique, d'accord, pour l'utilisation de ces fonctionnalités.
OK. Et quelques petites remarques, d'accord? Pour certains d'entre vous, la description du cours est extrêmement importante, d'accord? Donc certains d'entre vous, par leur système d'information, le système de scolarité va mettre à jour la description de votre cours. Donc, l'outil IA lit cette description de cours. Donc, les objectifs d'apprentissage sont importants. Les thèmes que vous allez aborder seront très importants. Et bien sûr aussi la langue de votre cours, d'accord? Donc, beaucoup d'universités, beaucoup d'écoles de commerce sont multilingues, d'accord? On enseigne en anglais, en français. Il y a des cours de langue, des cours en allemand, en japonais, etc. Et bien sûr, l'intelligence artificielle, d'accord, essaye de bien comprendre quelle est la langue de votre cours. Donc, on a plus de 27 langues dans le Language Pack, d'accord, le pack de langues. Et voilà une page de ressources, d'accord. Donc, merci à ma collègue Gillian qui a mis toutes ces ressources ensemble. Elle met déjà quelques liens dans le chat. Gillian, if you can put some of the link in the chat, that'd be wonderful. Et donc, je vais arrêter l'enregistrement, d'accord, pour passer à la deuxième partie de ce webinaire pour vos questions, d'accord. Donc,